Dans cette vidéo, nous allons parler des bases de données NoSQL et MySQL, donc des bases de données relationnelles et non relationnelles. Et on va voir les aspects qu'il faut connaître en tant que DevOps. Alors ici, j'ai mis un fichier avec les définitions essentielles et quelques manipulations. Alors, introduction aux bases de données. Donc, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une base de données. Ici, on a une bonne définition. Une base de données, c'est un système qui permet de stocker, organiser et interroger des données. Ces données peuvent être simples, comme une liste de clients, ou complexes, comme les données d'un réseau social ou d'un système bancaire. Au lieu d'utiliser des fichiers texte ou Excel, on utilise des bases de données parce qu'elles sont plus fiables, plus rapides, accessibles par plusieurs utilisateurs en même temps et sécurisées. Donc ça, c'est la définition à connaître. Alors maintenant, pourquoi un DevOps doit s'y intéresser? En tant que DevOps, on n'est pas développeur ou DBA, administrateur de base de données, mais on déploie, on automatise, on supervise des applications. Or, presque toutes les applications ont une base de données derrière. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'une base de données et les problématiques. Alors voilà ce qu'un DevOps est amené à faire avec une base de données. Donc savoir lancer une base de données via Docker, c'est ce qu'on va faire dans ce petit épée ou Kubernetes. La configurer automatiquement via Ansible ou Terraform, éventuellement. Vérifier sa connectivité dans un pipeline CI/CD, sauvegarder ou restaurer ces données, la superviser avec Grafana et Prometheus. Donc même sans écrire des requêtes SQL complexes, un DevOps doit comprendre comment une base fonctionne et comment elle s'intègre dans l'infrastructure. La compréhension est très importante parce que même si on n'a pas intégré ça dans son projet, il faut être capable de répondre à des questions. Et plus bas, on a des manipulations qui peuvent être intégrées dans un dossier professionnel. Alors d'abord, quelle est la différence avec les bases NoSQL et MySQL? Donc la différence entre les bases de données relationnelles et NoSQL. Quelle est la différence? Ça, c'est important de le savoir, c'est une question qui peut être posée. Il existe deux grandes familles de bases de données. Les bases de données relationnelles comme MySQL ou PostgreSQL, ce sont des données qui sont organisées en tables, lignes et colonnes, un peu comme un fichier Excel. Et ça, c'est défini à l'avance. Chaque table a un schéma strict. On définit à l'avance les colonnes, leur type, le nom, par exemple le type nombre, le type date, etc. Elles sont très robustes, idéales pour les systèmes bancaires, e-commerce ou les ERP, dans lequel un ERP, c'est tout simplement un logiciel dans lequel on a toutes les fonctionnalités qui sont intégrées, comme la paye, la gestion du personnel, la gestion des stocks, etc. etc. Donc ici, plus bas, un petit exemple de base de données relationnelle, par exemple la table client, qui possède un champ ID, un champ nom, un champ email. Et là, on voit que le schéma est défini à l'avance, c'est-à-dire que là, on définit une base de données, on dit que la table client, elle possède ces champs-là, et il faut que pour chaque enregistrement, tous les champs soient renseignés. C'est ça, une base de données relationnelle. Maintenant, les bases de données NoSQL, comme MongoDB, Redis ou Cassandra, les données dans ces bases de données NoSQL, ce sont des données qui sont souples et flexibles, souvent au format JSON. Alors souple et flexible, pourquoi? Bon, on va voir un petit peu plus bas. Pas besoin de définir un schéma à l'avance, c'est pas la peine de dire dès le départ, voilà les champs qu'il y aura dans la base. Non, non, c'est pas du tout nécessaire. On va voir un petit exemple après. Et elles sont très utiles pour des données non structurées, pour lesquelles il n'y a pas de schéma. Des logs, par exemple, quand on reçoit dans un fichier les traces d'un service, on peut stocker ça dans une base de données. C'est pas structuré puisque un logs peut avoir des informations différentes d'une ligne à l'autre ou des systèmes très distribués. Donc, ça veut dire que pour
des applications qui vont être déployées sur du Kubernetes, il est préférable de travailler avec des bases de données de type NoSQL. Exemple par exemple avec la base de données MongoDB. Ici, on a un enregistrement dans cette base qui possède comme champ le nom, l'email et l'âge. Et toujours dans la même base de données, on a un autre enregistrement qui ne possède que le nom et l'email. Donc on voit la grosse différence avec la base de données relationnelle, c'est que la base de données non relationnelle, la base de données NoSQL, elle possède des enregistrements qui ne sont pas structurés dès le départ. Ici, par exemple, Bob n'a pas d'âge, c'est accepté. Donc ce qu'il faut retenir, hein, c'est très important, une base de données est essentielle pour faire fonctionner une application, ça c'est important. Un DevOps doit savoir installer, configurer, connecter ou superviser une base. MySQL est structuré, exigeant, on doit définir le schéma dès le départ. MongoDB est souple et rapide à mettre en œuvre. On n'est pas obligé de définir le schéma au départ. Alors comment est-ce qu'on peut installer, par exemple, avec Docker, une base de données MySQL et une base de données NoSQL avec des volumes persistants? On va d'abord, ici, créer un réseau, hein, Docker Network Create DevNet, hein, si on souhaite connecter notre conteneur Docker qui va exécuter la base de données MySQL à un réseau Docker. Donc on récupère cette instruction et on va l'exécuter. Alors moi j'ai déjà le réseau qui est existant. Puis on peut faire un Docker Network ls. Ça permet de s'assurer que le réseau a bien été créé. C'est un réseau de type bridge. On n'est pas obligé hein, de créer de la connecter à un réseau, mais c'est préférable pour quelle raison? C'est parce que tout simplement, ensuite, on peut installer une application qui sera connectée à un autre serveur, hein, qui fera fonctionner une application qui sera connectée au même réseau pour que cette application se connecte à cette base de données MySQL. Ensuite, on va créer un volume. Pourquoi on crée un volume? Alors, je le fais ici. Hein. Pourquoi on crée un volume? On crée un volume parce que on veut... Alors d'abord, je vais le faire ici. Voilà. Pourquoi on crée un volume? C'est parce que on souhaite tout simplement que les données de la base de données qui va être exécutée dans le conteneur MySQL soient persistées sur la machine physique. C'est très important parce que comme ça, quand on détruira le conteneur, eh bien, les données de la base de données vont être conservées. Et là, maintenant, j'ai cette instruction qui va me permettre d'exécuter mon conteneur qui va faire fonctionner la base de données. Docker-run-d, on crée un conteneur en mode détaché hein, qui va fonctionner en arrière-plan. Le nom du conteneur, c'est MySQL. On le connecte au réseau DevNet. On définit une variable d'environnement qui est MySQL underscore root underscore password qui va permettre de définir le nom, le mot de passe de l'utilisateur root de la base de données. Ici, une autre variable d'environnement qui est MySQL underscore database égale client SDB qui va permettre de définir le nom de la base de données. Ici, une autre variable d'environnement qui va permettre de définir le nom de l'utilisateur de la base de données. Ici, une autre variable d'environnement qui va permettre de définir le mot de passe associé à cet utilisateur qui est non-root. Généralement, il est important de pouvoir définir un utilisateur non-root pour qu'une application se connecte à une base de données pour des raisons de sécurité. Parce que si une application se connecte à une base de données avec le mot de passe du root et un root, eh bien, ça veut dire que l'application a tous les droits et en matière de sécurité, ça c'est interdit. Ici, on définit le fait que nous aurons le dossier du conteneur qui est var lib MySQL qui contiendra la base de données relationnelle qui sera mappé au volume MySQL_data
qui, lui, est sur le disque dur de la machine physique. Donc ça permettra de persister la base de données. Ici, on mappe le port 3306 du conteneur exécutant MySQL au port 3306 de la machine physique. Et là, on exécute, on demande plutôt à exécuter l'image MySQL qui sera récupérée du Docker Hub. Alors bien évidemment, cette image, elle est sur le Docker Hub et elle exige ces variables d'environnement là pour pouvoir justement mettre en place une base de données qui sera fonctionnelle. Là, il faut aller voir la documentation de cette image. Et il faudra attendre 10 secondes pour que MySQL démarre. Allez hop, on récupère ça et on colle. Voilà. Une fois qu'on a fini, on se fait un Docker PS pour nous assurer que notre base de données a bien démarré comme on le voit ici. Donc là, on vient de voir comment on peut conteneuriser une base de données relationnelle, MySQL, et puis là, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler avec sur quelques instructions. Pour travailler avec notre base de données, on va utiliser la commande docker exec, -it, mode interactif et terminal, MySQL, c'est-à-dire qu'on va demander à exécuter dans le conteneur que l'on vient de créer, le conteneur MySQL, on va demander à exécuter la commande suivante, la commande MySQL, -u dev, -p dev pass, client SDB, c'est-à-dire qu'on demande à exécuter la commande MySQL avec le nom d'utilisateur dev que l'on avait créé dans le conteneur, la commande du conteneur plus haut, -p dev pass avec tel mot de passe, et on demande à ce qu'on se connecte à la base de données client SDB. On récupère cette instruction. Et on colle. Voilà, donc on est bien dans, ici, notre base de données MySQL. On peut, puisque la base de données a été créée, on peut créer une table avec un schéma fixe. C'est ça, une base de données MySQL. Voilà. Alors il y a quelques commandes qui permettent de voir les bases de données. On peut faire show databaseuse, ça permet de voir la base de données qui a été créée. Si je fais maintenant describe table client, point virgule, ça permet de voir le schéma de notre base de données qui a été créée. On a bien la table client qui a été créée avec le schéma défini plus haut. Alors, ici, on peut insérer des données, mais on voit que les données qu'on doit insérer doivent répondre au schéma, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un nom, un email impérativement. On obéit à ce schéma, on n'a pas le choix, c'est ça, une base de données relationnelle. On colle, on valide, voilà. Et si on veut voir l'ensemble des enregistrements qui ont été intégrés, on colle, voilà, on a l'ensemble des enregistrements qui ont été intégrés à l'intérieur de notre base de données. Donc, on vient de voir comment on crée une base de données MySQL avec un conteneur Docker, donc ce que doit savoir faire un DevOps. Et on va faire la même chose avec une base de données NoSQL, avec une base de données non relationnelle. Alors pour ça, je vais déjà sortir de MySQL ici. Je vais faire un clear. Et donc, on va créer un volume, le volume Mongo-data tout simplement pour que le conteneur qui va faire fonctionner la base de données MongoDB qui est non relationnelle puisse persister les données sur notre machine physique. Donc je viens ici, je colle. Voilà. Ensuite, je vais exécuter le conteneur qui va exécuter MongoDB. Docker run -d, -name mongo, -network devnet. On va donner un certain nombre de variables d'environnement qui vont définir le username, le password et la base de données. Ici, on va persister les données de la base de données MongoDB qui sont dans le conteneur, dans le dossier DataDB sur le dossier MongoData.
le mappage du port 27017, puisque c'est sur ce port-là que fonctionne MongoDB, et voici notre image Mongo, qui sera bien sûr un poulet récupéré à partir du Docker Hub pour pouvoir exécuter le conteneur. Je récupère cette instruction et je vais la coller ici. Et voilà, on vient de créer une base de données s'exécutant dans un conteneur Docker, chose que doit savoir faire le DevOps. Voilà, donc on a bien notre base de données Mongo, et même principe, pour pouvoir s'y connecter, docker exec -it mongo mongosh, c'est-à-dire qu'on va docker exec -it mongo, on se connecte au conteneur, et on demande à exécuter la commande qui va permettre de se connecter à la base de données NoSQL, mongosh -u admin -p admin pass, ça correspond bien évidemment aux paramètres qu'on a fait passer dans lors de la création du conteneur, authentication database, ça va être la façon de se connecter à notre base de données, admin. Voilà, donc ça correspond aux paramètres que l'on a définis plus haut. Alors ici, on récupère cette instruction et on colle. Voilà. On est connecté à la base de données, ou du moins à l'invite de commande, et maintenant on va ouvrir la base de données. Voilà, la base de données, elle a été définie lors de la création du conteneur, ici, dans la variable d'environnement, et on n'a pas besoin de créer le schéma, on peut maintenant insérer des données dans la base. Alors comment on fait ça? Avec l'instruction db, .client, on va définir un document qui va s'appeler client, ça s'appelle pas une table, ici c'est un document. On va faire .insert many, et là, regardez bien, on va insérer un premier enregistrement qui aura un nom, un email et un âge, et on décide d'insérer un autre enregistrement qui aura qu'un nom et un email. Et on pourrait dessous encore insérer un enregistrement avec 10 champs si on veut, avec des champs qui sont sur le cloud, avec des images. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec une base de données NoSQL, pas besoin de définir de schéma. Vous voyez la souplesse de la base de données NoSQL. Alors ça c'est super intéressant, de connaître déjà ces propriétés-là. Et là, on va demander à retrouver les enregistrements que l'on a insérés. Voilà, il nous les affiche et c'est du JSON. Les résultats comparés, donc ce qu'il faut retenir, c'est que SQL, par exemple, la base de données MySQL, on peut, quand on utilise une requête comme celle-là, on obtient un résultat comme celui-là sous forme de tableau, que quand on utilise NoSQL et qu'on utilise une commande comme celle-là, on obtient un résultat sous forme de fichier JSON. Voilà déjà les bases de ce qu'il faut connaître et on vient de faire déjà ce qu'un DevOps doit savoir faire. Donc, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les instructions. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, ici j'ai mis une vidéo avec toutes les commandes à connaître pour une base de données MySQL, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Ce que je viens d'expliquer ici est déjà largement suffisant.